Et comme vous On l'entendez, dirait, voilà. ouais, c'est vrai que j'aurais pu te le dire avant pour que tu Oui, envoies. oui. Bah, tu vas devoir redire deux, trois mots de présentation. Désolée. Ok, je recommence pour l'enregistrement et pour celles et ceux qui nous rejoignent surtout. Donc bonjour, je disais, on est là pour 1 heure jusqu'à 13 heures pour partager ensemble, enfin qu'on puisse vous partager nous surtout, notre expérience de qu'est-ce que ça fait et quelles leçons on tire de la contribution à un commun numérique comme le DFC et à un langage commun pour les circuits courts. Euh, Juste petite règle de fonctionnement, on va vous inviter à garder vos micros fermés. N'hésitez pas aussi à vous renommer pour mettre votre nom, votre prénom et le nom de votre structure. Notez vos questions soit dans le chat, soit sur un papier. Et on prendra toutes les questions à la fin pour avoir le temps de présenter et pas être trop coupé. On a laissé un temps assez important de questions-réponses à la fin. Et aussi, le webinaire, comme c'est noté dans le chat, le webinaire est enregistré. Donc, si vous ne voulez pas être visible, vous pouvez ne pas allumer votre caméra. Et donc, un grand merci au RMT Alimentation Locale qui nous permet une nouvelle fois de pouvoir faire ce webinaire et ensuite de pouvoir le mettre en ligne sur leur chaîne YouTube. Donc, je vais laisser la parole à Clémence, si la connexion est bonne, pour vous présenter un peu le RMT et passer aux slides suivantes. Je m'arrête. Merci. Donc Clémence Berlingen de l'association Open Food France qui fait partie du réseau mixte technologique alimentation locale. Euh, donc ce réseau, ce RMT alimentation locale, il est piloté par la Fédération régionale des CIVAM de Bretagne et co-animé par l'INRAE. Il a pour objectif de réunir différents types d'acteurs, des acteurs de la recherche, de la formation et du développement dans l'objectif de fournir des éléments de recherche, des outils, de la méthodo, des outils d'accompagnement aussi pour le développement des circuits courts alimentaires, des chaînes alimentaires courtes de proximité, plus précisément. Voilà, et donc les grands objectifs, vous les voyez affichés à l'écran. Les grands objectifs du RMT, c'est de capitaliser donc les connaissances disponibles sur ces chaînes alimentaires courtes de proximité et approfondir des sujets importants pour les différents types d'acteurs qui travaillent là-dessus. Un second objectif, c'est de former les acteurs sur la question des chaînes alimentaires courtes de proximité. Et puis, évidemment, de diffuser toutes ces connaissances, comme on vous le disait, recherche, outils, méthodologie, à travers des événements, des rencontres, des publications. Voilà, il y a un site internet du RMT assez fourni. Et puis l'organisation du RMT se fait en différents axes et groupes de travail que vous allez voir affichés aussi. Euh, et donc, je vais pas les représenter là tout de suite, mais ce webinaire, il s'inscrit dans le groupe de travail numérique, plus spécifiquement, évidemment. Ce groupe de travail numérique, il est co-animé par Grégory Ackermann de l'INRAE et moi-même. Et on travaille plus spécifiquement sur comment les usages et les impacts du numérique appuient la performance, la multiplication, le changement d'échelle des chaînes alimentaires courtes de proximité. Et on a surtout beaucoup travaillé sur tout ce qui est outils et plateformes de vente en ligne, outils de commercialisation en ligne à destination des producteurs. Donc on a travaillé sur un outil d'aide à la décision pour accompagner les producteurs au choix de sa plateforme de commercialisation en ligne. Et puis on a beaucoup aussi partagé les travaux du DFC comme on le fait aujourd'hui parce que les questions d'interopérabilité sont un gros sujet au niveau des circuits courts alimentaires dans le domaine numérique. Voilà, et il y a également un observatoire national qui a été lancé et Anne-Cécile va vous partager tous les liens voilà, dans le chat. À noter que l'outil d'aide à la décision est en pleine refonte. Donc on vous partage le lien, mais on partagera sur la version, la nouvelle version qui va bientôt sortir.
Voilà, je laisse la parole à Florent pour la suite. Merci beaucoup Clémence. Et donc la suite, euh, on est là pour 1 heure, donc on a essayé aujourd'hui de cadrer notre présentation beaucoup sur des témoignages des plateformes et structures qui contribuent à DFC, plus que sur une présentation froide descendante de ma part. Pour autant, je vais vous rappeler un peu de contexte de qui on est pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas beaucoup, mais je vous inviterai, si vous voulez en savoir plus, à aller vers les autres vidéos qui ont été publiées sur la chaîne du RMT Alimentation Locale sur YouTube pour avoir plus de détails. Dans un second temps, on parlera de pourquoi les communs numériques, donc pourquoi, qu'est-ce qui nous anime dans cette mise en commun de nos compétences pour construire ensemble un commun numérique. Euh, Ensuite, on parlera de comment, parce qu'une fois qu'on sait pourquoi et qu'on est tous convaincus, il y a quand même la question de comment on le fait concrètement et les différentes plateformes qui contribuent au DFC ont toutes pu expérimenter par différents aspects le comment et donc témoigneront. Et on prendra enfin un temps de questions-réponses. Donc gardez bien vos questions pour ce moment-là, notez-vous-les ou notez-les dans le chat. Donc voilà, on peut passer à la slide suivante. Un peu un point de contexte de ce que je disais. Qui sommes-nous? Donc c'est qui est le DFC? Donc c'est une association aujourd'hui qui fédère plusieurs structures différentes et qui est engagée pour les circuits courts et locaux et qui œuvre notamment pour l'interopérabilité des outils numériques à destination des producteurs. Et la mission que s'est donnée l'association Data Food Consortium, c'est de contribuer à un système alimentaire plus équitable et durable. Et nous, on pense que c'est à travers les circuits courts, le développement et le changement d'échelle des circuits courts et locaux que ça peut advenir. Et donc, on cherche à donner moyen à ces circuits courts de changer d'échelle. Et on cherche par ailleurs, du coup, à dépasser les enjeux de concurrence entre les plateformes, casser les silos d'information et favoriser la coopération, car on pense que c'est ce qui permettra ce changement d'échelle. Sur la slide suivante, donc on essaie de se positionner là plus sur qui nous sommes et qu'est-ce que vous pouvez faire avec nous. Donc le DFC, c'est une structure, une association, un regroupement de personnes qui peut être un partenaire, un copilote ou un coporteur de projet où on peut vous apporter, à travers notre expérience, du coup, de l'expertise en conseil et en mise en œuvre, étant donné que on regroupe et on coordonne un réseau de partenaires spécialisés en mise en œuvre et nous, on se positionne plutôt, du coup, en maîtrise d'ouvrage et en conseil. Le DFC ne fait pas de produits, il n'y a pas de produit Data Food Consortium. Par contre, on est enthousiaste à l'idée que des produits se développent en utilisant euh, les connaissances du DFC et le standard du DFC. Et donc, le DFC est là pour conseiller, simplifier les échanges de données et mutualiser les ressources et optimiser les processus et vous aider là-dedans. Un petit rappel sur la slide suivante de notre stratégie, parce que là j'ai un peu déjà parlé d'interopérabilité, on va en reparler, et même si a priori c'est quand même des sujets qui parlent à tout le monde, juste pour rappeler que l'interopérabilité, du coup, c'est la capacité dans le numérique, en tout cas, à- pour des outils numériques de communiquer entre eux et qu'il y a différentes manières de le faire et que ces manières-là, elles sont aussi politiques. Une première manière de faire, c'est à chaque fois qu'on veut faire communiquer deux outils entre eux, de créer des passerelles, d'engager des développeurs pour créer des passerelles, ce qui est coûteux. Une deuxième manière de faire, c'est qu'il y ait un standard de fait qui soit là, mais souvent, bah, c'est le standard du plus gros et donc, ça va pas forcément dans la logique des circuits courts. Et tout le monde se met à utiliser ce standard-là, mais du coup, qui va traduire les réalités de celui qui impose le standard et pas forcément celui des circuits courts. Et donc, il y a la troisième solution qui est celle que nous, on a retenue et qui nous semble importante et politique, qui est celle de développer un standard ouvert au centre et donc de se mettre autour de la table à plusieurs et notamment avec les acteurs des circuits courts pour développer un standard commun. Ça, c'est un peu notre vision. Et aujourd'hui, on peut le voir sur la slide suivante, qu'est-ce que c'est le standard Data Food Consortium? Eh ben, c'est un ensemble d'ontologies, c'est-à-dire d'éléments qui décrivent euh,
les différentes briques et leur interaction d'un système de données qui décrirait les données des circuits courts, une taxonomie qui décrit plutôt là les produits et leur nature, et un protocole technique, donc c'est comment on va échanger ces données de manière sécurisée et les modalités de communication. Bon, ça c'est juste pour celles et ceux à qui ça pourrait parler. Plus concrètement, alors je ne sais pas si ce sera beaucoup plus concret pour vous, sur la slide suivante, on a la représentation de notre ontologie aujourd'hui que je vous laisserai retrouver sur notre site, parce que là, vous n'allez pas y voir grand-chose, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'il y a derrière le DFC. C'est un ensemble d'éléments et les relations qui sont entre ces éléments, ce qu'on appelle entre autres une ontologie. Et donc, c'est ça aujourd'hui qu'on développe au DFC. Mais c'est plus que ça le DFC. Sur la slide suivante, euh, le DFC, ça se veut aussi être du coup un commun numérique, parce que le standard qu'on a décrit avant, on pourrait le développer de plusieurs manières. Nous, on souhaite s'inscrire dans l'histoire, on va dire, des communs. Donc un commun qui est, quand on parle plutôt de communs naturels comme des ressources ou des forêts, c'est une ressource qui a à gérer, une communauté qui gouverne la ressource et une gouvernance qui est capable d'assurer la gestion collective et partagée de la ressource. Là, nous, on parle d'un commun numérique, donc on ajoute deux spécificités qui font aussi la force des communs numériques, c'est que la ressource est non rivale, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, on peut augmenter le nombre de personnes qui l'utilisent, ça ne va pas l'appauvrir. Et elle est donc non exclusive, c'est qu'on n'a pas besoin de la restreindre à une communauté et qu'elle gagne donc à être partagée. Et nous, on s'inscrit du coup dans cette perspective-là et on, on souhaite que le DFC soit partagé très largement. Je vous ai mis des exemples d'autres, je vous avais mis sur la feuille d'avant des exemples d'autres communs numériques que vous connaissez, Wikipédia, ou alors dans le domaine peut-être Open Food Facts ou OpenStreetMap. Mais bref, la slide suivante, c'est sur l'écosystème pour vous donner à voir les partenaires qui participent de ce commun numérique, donc avec les plateformes d'un côté, les instituts de recherche et réseaux de recherche par ailleurs, parce qu'on est quand même dans un champ orienté recherche, et les partenaires financiers et stratégiques et les partenaires logistiques, puisque on a travaillé spécifiquement aussi sur la logistique ces dernières années. Je passe assez rapidement pour laisser le temps pour les éléments suivants. Sur la slide suivante, vous retrouverez uniquement les personnes du coup qui contribuent activement donc par différents moyens à la gouvernance du projet et à sa réalisation. Euh, et voilà, ça c'était pour vous présenter un peu qui on est, mais je l'ai fait très rapidement, l'objectif étant surtout de pouvoir laisser ces personnes s'exprimer, notamment sur la question de pourquoi converger vers les communs numériques que je vous ai présenté rapidement. Euh, Avant de laisser la parole pour des témoignages, je vais juste vous présenter en deux slides très rapidement, et je vous enverrai les slides aussi par la suite, euh, de pourquoi nous, on pense qu'il y a un intérêt à converger vers les communs numériques. Donc, sur la slide suivante, je repose juste rapidement le contexte pour un rappel générique, mais le constat que aujourd'hui, les plateformes de vente en ligne, notamment de produits agricoles, elles ont été conçues un peu séparément les unes des autres, avec des architectures et des bases de données qui sont structurées de manière différente, ce qui fait que quand il faut les faire communiquer, c'est compliqué. Et l'impact direct que ça a, c'est notamment pour les producteurs, c'est une perte de temps, parce que donc les producteurs sont amenés soit à gérer manuellement leurs données et notamment à copier d'une plateforme sur l'autre leurs données, ou alors à se limiter à une seule plateforme, mais ce qui crée des risques de dépendance qui peuvent être aussi préjudiciables. Et donc, à travers l'amélioration de l'interopérabilité qu'on porte chez DFC, l'objectif, c'est à la fois d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, qui pour nous est principalement le producteur, mais de manière plus générale, gagner en efficacité opérationnelle des systèmes pour les circuits courts et permettre de potentiellement développer des fonctionnalités. Sur la slide suivante,
on a essayé de lister du coup les bénéfices de converger vers des communs numériques. Pour les producteurs, c'est donc gagner du temps, avoir plus de débouchés et mutualiser potentiellement des services. Pour les plateformes de vente ou en tout cas au service des circuits courts, c'est de pouvoir améliorer leur interopérabilité et permettre d'échanger avec d'autres plateformes et créer potentiellement des nouveaux services euh, et augmenter de fait les opportunités commerciales en réduisant les coûts de développement. Et pour les territoires et les collectivités, il y a aussi un intérêt, notamment sur l'aspect logistique, qui est, en permettant une optimisation de la logistique, réduire l'empreinte carbone et les coûts de cette logistique et donc rendre les circuits courts encore plus intéressants, même financièrement. Euh, Apporter aussi une solution éthique, donc à travers ce que on propose chez DFC. Et ça permet aussi de soutenir les PAT et l'adoption de la loi Egalim. Voilà un peu en condensé ce qu'on a voulu retenir sur pourquoi converger vers les communs numériques. Et je vous propose de passer un temps plus de témoignages, donc en laissant la parole à deux membres du DFC pour vous donner leur vision et leurs avis de pourquoi ces plateformes-là participent euh, et, et convergent vers les communs numériques. Et donc la première personne à s'exprimer, ce sera Hélène pour Alma Food. Je te laisse la parole, Hélène. Donc c'est la slide suivante. Bonjour, bonjour à tous. Donc Hélène Féchamp, alors je dirige la R&D chez Alma Food. Je suis issue des métiers, métier de l'agroalimentaire. Et je veux dire que je suis en formation continue depuis 20 ans en côtoyant des architectes du numérique. Alors la société Alma Food, elle a été créée pour offrir aux acteurs des circuits courts une plateforme de gestion de cycle de vie des produits, ce qu'on appelle les PLM. Alors l'objectif, surtout, c'est de mieux valoriser les produits alimentaires en circuit court grâce à une meilleure information consommateur, valeur nutritionnelle, allergène, mais aussi information environnementale, déclaration, tout ce qu'il peut y avoir sur un étiquetage, et plus. Alors le pourquoi j'ai rejoint le Data Food Consortium, c'est d'abord par engagement, engagement auprès des circuits courts. Donc, ce que nous souhaitons chez Alma Food, c'est mettre à disposition des outils simples d'usage et favoriser la mutualisation. Alors, la mutualisation des règles métiers, la mutualisation des données. C'est aussi pour l'environnement. Donc, avec une meilleure information consommateur. Alors, il faut savoir, je suis issue de l'industrie. J'ai une très, très bonne vision de l'information consommateur en industrie. Et je suis convaincue qu'il faut casser vraiment les silos de données sur toutes les filières agroalimentaires pour que le consommateur ait une information réelle sur les produits qu'il consomme. Et puis, il y a vraiment l'envie de créer un outil qui soit résilient, qui soit adaptable et quelque part aussi de transmettre mes connaissances, puisque j'ai toujours été à la fois dans le numérique et dans l'agroalimentaire. Et quelque part, j'ai envie de pouvoir transmettre ces connaissances et que donc elles soient au sein d'une association qui puisse elle-même après partager. Donc ça, c'est la partie engagement. Mais il y a aussi l'intérêt, tout simplement, l'intérêt pratico-pratique pour l'entreprise. Alors, personnellement, c'est de capitaliser sur mes échecs et sur les expériences que j'ai pu avoir avec le développement de PLM, puisque moi, j'ai pu créer un beau PLM, un vrai monolithique, impossible à adapter, impossible à interopérer. Donc, j'ai vécu ça par le passé et je veux pas renouveler cette expérience. Je veux faire quelque chose qui soit beaucoup plus robuste. Et donc, ça permet de confronter cette expérience passée avec les experts du DFC, architectes, ontologues et experts en web sémantique. Ça me permet aussi, d'un point de vue pratico-pratique, de travailler avec des gens du tech, mais qui connaissent mon métier agri-agro. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de réexpliquer le pourquoi du comment, ils connaissent. Donc ça, c'est vraiment chouette, on gagne beaucoup de temps. Et donc, ça baisse aussi les coûts de développement, bien sûr. On est beaucoup plus efficace rapidement. Donc, j'ai pas besoin de tout répéter, donc ça fait gagner du temps. Mais aussi, il y a des briques existantes qui vont pouvoir être réutilisées le moment venu pour notre application.
Puis cerise sur le gâteau, bah, ça permet parfois de cofinancer des projets de R&D puisqu'on va ensemble demander des cofinancements sur nos projets de développement. Puis pour finir, bah, c'est aussi par plaisir. Bon, je suis issue de la R&D, hein, donc j'aime ça. J'aime bien partager avec une équipe qui a les mêmes valeurs. J'aime bien aussi partager sur les visions technologiques de ce que nous faisons. J'aime bien ces débats. Et puis, ben, j'apprends tout le temps puisque je suis avec des personnes qui ont très, très, très belle expertise. Voilà. Merci Hélène. Mm. Euh, et donc, bah, un premier témoignage donc, d'Alma Food qui contribue beaucoup au projet DFC à travers Hélène. Et ensuite, on a un deuxième témoignage, donc sur la slide suivante, de COP Circuit Open Food Network, dont vient le DFC. Et je laisse la parole à Rachel, c'est ça? Oui, merci beaucoup Florent. Bonjour à tous. Un grand merci aux équipes du RMT et aussi à DFC donc, pour l'organisation de ce webinaire. On est très heureux de pouvoir témoigner. Donc, Cap Circuit, nous, on est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif qui aide les projets en circuit court à se doter d'outils libres, donc sous licence open source, pour vendre leurs produits et s'organiser en circuit court. On fait partie d'un réseau international qui s'appelle l'Open Food Network et dans lequel, en fait, on a, depuis le début, nous, mutualisé le plus grand nombre de ressources, que ce soit des ressources on va dire, de connaissances et de partage sur les fonctionnements en circuit court que des ressources logicielles. Donc, on baigne dans les communs numériques depuis le début, donc pour nous c'est très naturel de participer du coup à un commun numérique qui ferait l'objet d'un standard, et d'autant plus que c'est à la base chez nous vraiment une demande de nos utilisateurs, de nos fondateurs, producteurs et initiatives en circuit court, qui, comme le soulignait Florent, ont déjà en fait aujourd'hui une logique d'utiliser un grand nombre de produits, une grande variété de produits numériques, pardon, une grande variété de produits numériques pour assurer finalement leur équilibre et leur modèle économique. Et finalement, aujourd'hui, ils perdent beaucoup de temps à réaliser en fait cet usage un peu multiple des plateformes. Et donc, c'est dans notre intérêt qu'ils gagnent du temps, même si ça signifie utiliser plusieurs plateformes et utiliser des plateformes qui peuvent être concurrentes à des services que l'on propose. On pense vraiment que notre intérêt est dans le développement des circuits courts. Et si les circuits courts se développent, eh bien, nous développerons également. Comme le soulignait aussi Florent, une de nos motivations à favoriser l'émergence de communs et à contribuer sur ces communs, c'est effectivement aussi de mutualiser nos efforts sur le financement de plateformes. On le sait, je pense quasiment tous autour de la table, mais financer du logiciel, c'est quelque chose qui coûte cher et sur lequel, en fait, bah, des structures comme les circuits courts sont des structures où on retrouve en général quand même peu de financement. Et du coup, dans cette optique, chez nous, on est vraiment sur aussi une logique de mutualisation au niveau international. Parce que c'est vrai que on en parle peut-être pas trop en France. Quand on pense circuit court, on pense surtout proximité en termes de produits. On a un grand nombre de produits, en fait, qu'on produit pas forcément en France. Je pense aux agrumes, je pense à l'huile d'olive, et que pourtant on peut consommer en circuit court, en vente directe auprès du producteur, soit parce qu'on est frontalier avec d'autres pays, soit tout simplement aussi parce qu'on a des initiatives qui s'organisent. Donc, on a par exemple chez nous un grand nombre de producteurs d'agrumes qui sont situés en Espagne et qui vont livrer des AMAP, des épiceries en Occitanie, mais ça peut remonter jusque dans l'ouest de la France, avec simplement un système de logistique adéquat et avec un seul intermédiaire finalement. Donc on reste dans la définition des circuits courts.
Et donc, par définition, dès qu'on sort de la géographie euh, métropolitaine française, on a forcément aussi d'autres variétés d'outils. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est très important aussi que ce standard il soit réfléchi hors des seules frontières géographiques. Et dans ce cadre-là également, donc on collabore beaucoup, comme je le disais, au sein du réseau Open Food Network avec d'autres initiatives dans d'autres pays. Et dans ce cadre-là, on commence aussi à avoir des intégrations avec des logiciels qu'on va dire plus connus sur le marché comme Shopify, comme WooCommerce, qui vont être financés aussi par ce réseau pour avoir une compatibilité avec le standard DFC. Et ça nous aide vraiment au jour le jour à se dire, voilà, on peut proposer un standard unique pour nos intégrations qui vont du coup forcément être plus pertinentes et plus rapides à développer, mais aussi à maintenir sur le long terme. Et donc, ça renforce complètement notre résilience. Voilà pour nous. Chouette. Merci beaucoup, Rachel. Et c'est vrai qu'en t'entendant le dire, je me suis dit que je n'avais pas présenté aussi la partie internationale du DFC, parce que le DFC, là, on vous présente et on témoigne en tant que plateforme française, mais via Open Food Network notamment, on est aussi un standard qui est utilisé au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, et on étudie aussi des éléments aux États-Unis et dans d'autres pays. Enfin voilà. Euh, donc, pardon, je me recentre. Pourquoi converger vers les communs numériques? Donc, ce qu'on s'est dit qu'on trouvait important à garder en tête aussi pour potentiellement convaincre, suivant où vous êtes dans votre structure ou dans votre collectivité, mais convaincre d'autres personnes du bienfait de se tourner vers les communs numériques et vers le DFC. Ça permet, utiliser DFC, ça permet d'intégrer rapidement potentiellement des nouvelles fonctionnalités à votre plateforme grâce à nos experts en diagnostic au développement et formation. Renforcer vos équipes ponctuellement. On peut aussi intervenir si besoin pour vous soutenir sur des développements. Euh, pour vous, si vous êtes une plateforme, ça peut aussi être une partie d'une contribution en tant qu'engagement pour plus d'impact social et environnemental pour votre structure. Et si votre plateforme a aussi le souhait de participer à des projets de R&D, de recherche sur les communs numériques avec un endroit qui a l'habitude de faire ça, ben, le DFC peut être un bon espace pour ça. Dans la slide suivante, on a donné quelques exemples de pourquoi converger vers les communs numériques avec ce qu'aujourd'hui le DFC permet de faire et l'avancement dans ces trois exemples-là. Donc, il y a par exemple le partage de catalogues. Donc, le fait que bah, voilà, dans chaque plateforme qu'un producteur va utiliser, il y a des catalogues différents avec des stocks différents. Et bah, le DFC permet, et aujourd'hui c'est éprouvé comme solution, de partager les catalogues et de les synchroniser, ce qui peut être très utile pour un producteur pour ne pas avoir tout à réécrire à la main. L'optimisation logistique, ça c'est un deuxième exemple sur lequel on a travaillé, comment euh, faire gagner à la fois environnementalement en termes d'empreinte carbone, mais aussi en termes de coût et d'efficacité, et gagner au circuit court. Bah, c'est peut-être en partageant les données logistiques de transport, de livraison sous un format universel qui permet de mutualiser du coup euh, des collectes, des livraisons entre plusieurs plateformes qui à nouveau peuvent être concurrentes, mais ont intérêt dans l'intérêt des circuits courts à potentiellement coopérer sur cet aspect-là. Et enfin, comme on a parlé, Hélène, pour la partie information consommateur, donc là, qui fait partie des projets en cours de travail chez nous, mais Hélène l'a expliqué, de permettre de casser les silos pour permettre aux consommateurs et aux consommatrices d'avoir des informations qui sont les plus sourcées, disons. Voilà pour la partie pourquoi converger vers les communs numériques. On va passer à la partie suivante qui est comment, parce que se pose cette question assez rapidement. Et donc sur la première slide, j'ai résumé
des grandes étapes qui sont assez évidentes, mais sur lesquelles, voilà, c'est ce qui ressort de l'intégration de DFC dans les différentes plateformes du consortium. Donc, pour vous donner des éléments, mais je vais passer rapidement là-dessus pour plutôt permettre aux plateformes de s'exprimer et de témoigner. Et donc, avec forcément une première étape qui est nécessaire, qui est évaluer les besoins et les capacités. Donc, auditer en interne la structure de données et les modifications potentiellement qu'il y aurait à faire, mais aussi évaluer potentiellement des nouveaux usages qui seraient permis à travers l'intégration d'un standard comme celui de DFC. Et après, il y a une question très pragmatique d'évaluer les ressources techniques et humaines nécessaires, et sachant toujours que le DFC a aussi en interne du coup des personnes très compétentes qui peuvent être en soutien sur cette partie-là, et aussi du coup sur la partie formation. Ensuite, il y a une partie de mise en place. Donc là, où nous, on peut aussi vous faire des retours d'expérience et on va les partager juste après sur les choses importantes à avoir en tête. Et enfin, du suivi et de l'optimisation, ça c'est que le standard, il évolue en permanence. Donc, il faut aussi se donner les moyens de pouvoir le suivre, le mettre à jour, et aussi, mais potentiellement, de pouvoir y contribuer pour le faire évoluer dans un sens qui peut être intéressant pour vous, en tant que plateforme ou en tant que collectivité. Juste sur la slide suivante, un élément important qu'on a réalisé justement et qu'on a tiré de nos expériences, c'est que euh, appréhender tous les éléments du standard pour pouvoir les traduire dans votre système de données, ça peut être compliqué. Et donc, ont été développés des connecteurs qui permettent assez facilement et rapidement justement de pouvoir, euh, de pouvoir implémenter le standard dans votre système d'information. Donc, qui est déjà développé et publié en TypeScript, Ruby et PHP, s'il y a une tech ici. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin, enfin, l'objectif, c'est de vous faciliter un maximum le travail si vous en veniez à vouloir intégrer le standard et ne pas avoir besoin que vous soyez des experts en web sémantique pour intégrer la solution. Voilà pour la partie très générique, mais comme je disais, l'intérêt ici, c'est aussi d'entendre des témoignages des plateformes qui ont intégré le DFC. Et donc, on va passer aux deux slides suivantes avec un premier témoignage. Alors, je ne sais pas si tu passes les slides, je ne les vois pas passer. Euh, ouais, et slide encore suivante sur la partie donc témoignage de Socléo. Je vais laisser la parole à Robin. Merci. Merci Florent. Donc Romain Pelletier, je suis CTO de Socléo, euh, enfin de Cléop, qui édite une solution qui s'appelle Socléo, qui est un ERP des circuits courts qui existe depuis une quinzaine d'années et qui donc est une grosse brique logicielle et à ce titre a de nombreux usages qui collent au DFC, partage de catalogues, centralisation des commandes, gestion des stocks, optimisation heuristique et j'en passe. Euh, Très tôt chez Socléo, on avait une volonté, bien qu'en tant un éditeur privé et pas open source, on a eu très vite la volonté d'ouvrir nos données euh, pour partager cette donnée. Donc ça, c'était évidemment une conviction de comprendre le commun, donc pour s'engager dans dans des projets, dans du partenariat. Donc j'ai mis une petite citation que j'aime bien, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Effectivement, aujourd'hui, on est confronté régulièrement à des demandes de développement, de passerelles. Donc la solution rapide, c'est toujours de travailler seul, d'adapter son API, de réécrire du code. Malheureusement, à terme, euh, on est bloqué. On est bloqué parce que ce serait pas réutilisable avec une autre plateforme. Euh, donc on va vite, mais on va pas très loin. Sur cet aspect-là, effectivement, moi j'aimerais revenir sur l'aspect complémentarité, partenariat vs concurrence. Effectivement, aujourd'hui dans le DFC, peut y avoir des acteurs qui participent qui peuvent être un peu concurrents, mais nous on a toujours prôné euh, l'aspect complémentaire ou en tout cas partenariat. D'ailleurs, c'est notre baseline partenaire des circuits courts, puisqu'on s'est placé au niveau de l'utilisateur et au niveau
de notre client aujourd'hui, qui est en premier lieu un producteur, qui va donc choisir différents outils, donc des fois des complémentaires, des fois des concurrents. Mais en tout cas, lui, euh, c'est lui qui va nous demander de développer en fonction, enfin, d'apporter des solutions techniques par rapport à ses choix. Et on lui laisse le choix. Et donc l'idée d'être plutôt complémentaire plutôt que concurrent. Donc comment on intègre un commun? Donc évidemment, on a des objectifs. Nous, là, c'est un peu redondant par rapport à ce que je viens de dire. C'était d'avoir une interopérabilité accrue avec tous les acteurs du numérique. Donc pour ça, je reviens pas sur le pourquoi et les avantages d'une norme commune. Euh, voilà. Sur les objectifs, donc historiquement, on a effectivement quelques années dans le domaine, mais l'idée de converger vers un standard éprouvé et optimisé était très intéressant aussi en termes d'innovation. Parler le même langage, donc utiliser les mêmes ontologies, les mêmes taxonomies, pour s'éviter encore une fois, à chaque fois qu'on crée une passerelle, de devoir faire un mapping. Alors moi, je suis sur telle donnée qui correspond à la même donnée chez le tiers, mais c'est la même, mais à la fois elle est différente. Euh, En termes de comment, il y a évidemment estimer et allouer un budget. Donc, pour Socléo, on est vraiment dans la R&D et de l'innovation, avec de l'autofinancement. Même en interne, c'est un tiers de notre roadmap. Donc, c'est un choix, c'est une conviction. Donc, on arrive à former, à intégrer la norme DFC au fil de l'avancement. Et pour ma part, je fais aussi de la contribution bénévole puisque je suis coprésident de l'association. Sur l'aspect retour sur investissement, donc là, faut aussi avoir une certaine vision de qu'est-ce que ça va rapporter, évidemment. Aujourd'hui, rien de financier, mais par rapport à tout ce que j'ai dit juste avant, voilà, une convergence vers un standard, des projets communs, un réseau, des connaissances communes. Donc pour nous, c'est déjà une belle visibilité que d'être présent dans ce consortium. Et enfin, le comment participer à la communauté, contribuer, documenter, en parler, et surtout pousser la norme. La norme n'existera pas si elle reste euh, utilisée que par un acteur. Donc pour la faire émerger, nous aujourd'hui, c'est dès qu'on nous demande une passerelle, on, on regarde si le DFC pourrait pas euh, être euh, la solution technique. Donc là, l'exemple le plus concret, c'est avec l'INRAE justement, qui cherchait dernièrement à obtenir nos données des vues statistiques. On leur a proposé un export au format DFC pour pouvoir le mutualiser avec CodeCircuit. Et chez Socleo, aujourd'hui, euh, le mot d'ordre, le format DFC sera le langage de communication numéro un à terme. Voilà, j'en ai terminé. C'est dur de pas revenir sur le pourquoi. Ouais, on le savait en préparant. Mais merci en tout cas pour ce partage-là du coup sur le comment. Et alors juste pour donner un tout petit peu de visibilité, il reste 16 minutes, donc je suis désolé, mais il va falloir aller assez vite pour Elzéar, Data Player et Mycelium, et on aura peut-être un peu moins de temps pour les questions, mais je pense qu'on prenait le temps quand même de partager ce que vous aviez prévu. Mm. Euh, à vous, Elzéar. Merci Florent. Je vais faire assez synthétique parce qu'en fait, tout ce qu'a dit Romain juste avant, on le partage à 100%. On est aussi une plateforme pas nécessairement open source, mais à la création d'Elzéar, c'était juste évident que toute la partie R&D serait collaborative, serait ouverte, serait effectivement tournée vers
l'interopérabilité. Dans le cas d'usage, quand on a commencé à construire la plateforme, donc nous, on développe un outil qui est un peu plus en amont, qui est au service des producteurs également, puisque c'est de l'aide à la planification et à la gestion de production, notamment maraîchère, diversifiée, mais aussi à la production florale, puisqu'on travaille avec le collectif Fleurs de France sur la relocalisation des fleurs coupées et la production de fleurs coupées en France, et sur la partie aussi arboriculture fruitier. Et dans cet esprit-là, c'était de travailler sur la mise en commun des données agricoles. Qu'est-ce qu'une culture? Qu'est-ce qu'un bioagresseur? Qu'est-ce qu'un itinéraire de culture? Et donc, on travaille avec des chercheurs de l'INRAE sur la valorisation de ces données agricoles. On travaille aussi avec un autre consortium sur justement l'aide à la planification des cultures pour pouvoir permettre à des producteurs qui s'installent de pouvoir anticiper la conception de leur système global en termes d'assolement et de gestion de la production. Et puis, bah, quand on continue la chaîne, travailler aussi sur l'aval, une fois qu'on a les récoltes, avec tout le calendrier prévisionnel de production, bah, comment est-ce qu'on peut partager ces données-là, sachant que nous, on s'occupe pas de la partie distribution, logistique, il y a justement déjà toutes ces plateformes qui existent. Donc, plutôt que de réinventer la roue et de refaire, ben, c'était plutôt la question de comment est-ce qu'on va faciliter l'interopérabilité sur cette chaîne aval avec ces plateformes. Sachant que en interne, au niveau de l'équipe, on vient du monde informatique, on vient du monde du web sémantique, et donc pour nous, c'était juste une évidence qu'on allait utiliser ces technologies-là pour justement favoriser cette interopérabilité. Et donc, c'est comme ça que tout naturellement, on est venu contribuer au projet du DataFood Consortium sur la modélisation donc de l'ontologie, ce qui permet d'avoir des discussions sur quels sont les concepts, les notions, les données qui vont être intéressantes à partager, à mettre en commun, quels sont les liens entre ces données-là, comment est-ce que ça va être utilisé après dans les interfaces et de manière transparente pour les utilisateurs finaux, comment on va pouvoir justement intégrer des briques technologiques à partir de cette représentation des données. Et donc, c'est toute la partie contribution qu'on amène. Et donc, au final, il y avait vraiment un avantage pour nous à pouvoir contribuer à cette, à la fois donc sur la participation, à la modélisation, à la réflexion donc de cette ontologie-là, mais aussi pour LZR de pouvoir se connecter bah, directement, alimenter les catalogues produits pour Socléo, pour Code Circuit, pour Cagette.net, pour finalement tous les acteurs aval, et que le producteur, bah, du coup, ce soit assez simple pour lui, se concentre sur son plan de culture, sur sa gestion de production qui lui prend déjà énormément de temps, et d'arriver à lui fluidifier effectivement toute la partie commercialisation, distribution aval, mais aussi pouvoir donner à des collectivités, par exemple, ou à d'autres acteurs, la vue sur ce qui est en production aujourd'hui, et c'est ce qui va arriver sur les récoltes, sur les stocks, pour pouvoir aussi bah, anticiper justement les flux logistiques ou les flux d'approvisionnement au niveau d'un territoire. Ça, c'est un peu la next step sur lequel on aimerait pouvoir se projeter dans les prochains mois, années, à travers les partenariats du DFC. Voilà, donc j'ai essayé de faire court, mais ravi de répondre après aux questions, mais on partage effectivement une vision assez commune avec les autres plateformes là-dessus. Chouette. Merci Florence. Et donc Florence qui était avec Baptiste, contribue tous les deux au projet. La slide suivante, c'est Data Player. Donc Simon, je te laisse la parole. Donc oui, moi je suis Simon Gouvet, je fais partie d'une coopérative qui est aussi une SIC qui s'appelle Data Players, où on fait des systèmes d'information coopératifs, où on travaille sur l'interopérabilité des données sur plusieurs métiers et pas que l'agriculture. Et du coup, on est très content d'être un prestataire et à la fois un contributeur du DataFood Consortium. On est contributeur sur la partie plutôt R&D, conception, philosophie, suivi. Et puis après, quand on fait du concret, on passe en mode prestataire si c'est validé. Du coup, ce qu'on fait, c'est de l'expérimentation de cas d'usage, c'est-à-dire que l'objectif, c'est à partir des dernières évolutions de l'ontologie, du protocole, eh bien, on fait des cas concrets avec un démonstrateur qui est en open source, que vous pouvez tous consulter, dans lequel on a déjà validé notamment les cas de partage de catalogue qui ont été exprimés dans le prototype, que vous pouvez retrouver dans les webinaires précédents. Sur le RMT, il y a les différents webinaires enregistrés qui expliquent les cas d'usage de partage de catalogue, et le dernier sur la logistique.
Et puis, c'est justement sur la logistique, on a mis en place du coup ça s'appelle un middleware. Alors, pour les non-techniciens, c'est une passerelle intermédiaire pour pouvoir euh, interroger le serveur de calcul Verso, qui est un partenaire logistique, pour faire des optimisations logistiques. Et du coup, vous voyez à droite le schéma général d'architecture. Et donc, du coup, le serveur prototype, c'est ce qu'on avait avant. Et là, on a rajouté un middleware parce que Verso a un format particulier de données et nous, on voulait pouvoir faire des optimisations logistiques avec l'ontologie, la taxonomie et les protocoles DFC. Du coup, on a fait un middleware qui communique avec le protocole DFC, puis qui communique avec Verso et qui fait la passerelle entre les deux. Et ça permet d'expérimenter dans le concret qu'est-ce qu'on peut faire avec DFC. Donc, bah, comment adopter les communs numériques? Eh ben, en fait, ces trois phases, c'est comprendre, implémenter et contribuer. Et donc, comprendre le standard, l'ontologie, la taxonomie, le protocole, implémenter le standard dans des cas très concrets pour exécuter du code pour voir si ça fonctionne avec des bases de données sémantiques et ce genre de choses. Et puis ensuite, contribuer au standard pour l'améliorer et le faire évoluer. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre entre comprendre, implémenter et contribuer. Ça se fait en fonction des différentes étapes du projet. Et si vous voulez l'implémenter, il faudra, quoi qu'il arrive, le comprendre pour pouvoir implémenter. J'ai dit. Merci Simon. Et donc là, une vision un peu de comment aussi on peut travailler avec le standard DFC, même si en tant que plateforme extérieure comme Verso, bah, vous n'avez pas les moyens pour l'instant d'implémenter le standard, mais en tout cas, ça permet de faire des tests et des preuves de concept qui peuvent amener derrière à se dire que c'est intéressant de l'intégrer. Et le dernier exemple que Maxime va nous donner, c'est un exemple qui intègre complètement le standard. Et je te laisse présenter, Maxime. Vas-y. Ouais, ok, bah, une petite présentation sur Mycelium. Donc, il y a un projet qui a démarré vers 2021 dans une ferme maraîchère où en fait, moi, je faisais un stage là-bas et on m'a demandé de mettre en place des outils, enfin, un outil en tout cas pour gérer la ferme. Et donc, il n'y avait pas un outil qui correspondait. Donc, on a trouvé plusieurs outils, mais en fait, ces outils ne se parlaient pas. Et donc, le paysan allait devoir dupliquer ces données dans les logiciels. Donc, c'était pas possible. Et donc, de là, on a cherché des solutions et de fil en aiguille, moi, je suis arrivé au DFC. Donc tout est parti d'un premier cas d'usage pour les producteurs en AMAP, euh, et avec l'envie de faire aussi un commun avec les structures paysannes. Donc là, on a un projet qui devrait bientôt démarrer pour intégrer les structures paysannes dans la gouvernance du projet. Mycelium, donc c'est basé sur Solid, que je pourrais qualifier de data space citoyen, qui est un projet international porté par le W3C, un organisme qui standardise le web, et qui est un projet d'interopérabilité et de souveraineté des données. Là, je rentre pas dans les détails, mais je vous invite à le découvrir si vous le connaissez pas. Et Mycelium, il est aussi basé sur DFC. Donc moi, j'utilise directement j'implémente en fait l'ontologie et les taxonomies DFC dans le logiciel avec un connecteur dont a parlé Florent tout à l'heure. Et là, je vous ai mis une capture de la version en développement qui est pas encore en ligne sur le lien en bas à droite. Et juste au-dessus de ce lien-là, je vous ai mis le lien le code source aussi si ça vous intéresse. Voilà pour moi. Merci, Maxime. Et merci à tous et toutes pour les présentations. Du coup, il nous laisse peu de temps pour les questions, donc je vais passer un peu vite sur les deux slides suivantes pour laisser le temps aux questions. Si tu peux passer à la slide suivante. C'est juste pour garder en tête sur le comment adopter les communs numériques. Et ben, sachez on peut être disponible en ressources pour vous former, vous accompagner à l'utilisation des connecteurs, mais qu'on peut aussi travailler avec vous à coporter des projets de R&D et de manière plus large, vous pouvez bénéficier de notre réseau d'experts engagés qui connaissent le sujet métier des circuits courts. Et sur la slide suivante, je vous enverrai un mail avec ça, mais voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez voir avec nous pour nous demander, enfin pour un devis pour du conseil, être mis en relation auprès de nos partenaires, rejoindre notre collectif, ou alors coopérer sur des projets concrets qu'on a déjà en cours avec l'ADEME ou la région Normandie, par exemple. Voilà, je suis passé un peu vite là-dessus. Pour qu'on ait peut-être un temps de questions-réponses, 5 minutes, ça va être un peu court.
si c'est OK, on peut peut-être prendre un poil plus de temps si le Zoom reste disponible. Je te laisse, Anne-Cécile, me dire dans le chat, mais en tout cas, bon, on peut prendre C'est déjà une. disponible. OK, cool. Bon, désolé pour le retard que ça a pris, mais on saura qu'il faut plutôt 1 heure et demie qu'une heure. Mais voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je vois Damien, par exemple, tu viens de mettre ta caméra. Est-ce que tu as des questions? Oui, oui, merci. J'espère que vous m'entendez bien. La question, ce serait peut-être par rapport aux exemples là, que vous avez montrés, combien il y en a on va dire, qui ont démarré sur le DFC versus ceux qui ont dû l'implémenter. Je pense à Socléo, notamment, qui existe depuis très longtemps, qui forcément doit faire une migration. C'est quoi la part sur les exemples? Bah alors, je vais répondre de manière générique, mais sauf erreur, il me semble qu'il n'y a que Maxime avec Mycelium qui est parti direct, enfin qui a créé son application en utilisant directement le standard DFC. Il me semble que toutes les autres plateformes existaient déjà et ont dû l'intégrer au fur et à mesure. Je vous laisse peut-être, s'il y en a qui veulent infirmer ce que j'ai dit ou compléter, répondre. Mais a priori, c'est que ça doit être à peu près juste. Oui, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite aparté sur le fait que en France, il y a tellement d'acteurs qui existent déjà et depuis longtemps sur les circuits courts, c'est que c'est plus dur d'aller vers une norme commune, contrairement à d'autres pays. Et je prends l'exemple de la Grande-Bretagne, où finalement, on voit qu'il y a une adoption beaucoup plus rapide parce qu'il n'existait pas vraiment, en tout cas, moins d'acteurs du numérique. C'était plus des sites web type Shopify ou autre. Et donc, et eux, là, enfin, j'ai l'impression, hein, si, vous me dites si je me trompe, mais les autres, mais j'ai l'impression que l'adoption va beaucoup plus vite chez eux que chez nous, puisqu'évidemment, on a des acteurs qui ont déjà des outils qui marchent très bien, et c'est tant mieux. Mais comme tu disais, Damien, à qui ça demanderait de migrer, ou en tout cas faire un effort de R&D assez important pour aller sur, sur l'adoption de la norme. Et bon, là, après, c'est qu'une histoire de conviction et de moyens alloués à ce process. Ouais, et peut-être pour compléter la question, du coup, parce que bon, moi, ça fait plusieurs mois quand même maintenant que je travaille dans le domaine des circuits courts, plutôt avec une casquette logicielle, data. Et j'avais découvert le DFC au début de ce changement chez moi, en tout cas. Et, et bon, j'y suis revenu quand je me suis aperçu que les acteurs avaient vraiment ce problème d'interopérabilité. Enfin, je suis aligné sur les problèmes de double saisie, triple saisie et tout ce que ça engendre. Et je me suis dit, mais c'est dommage de perdre autant de temps là-dessus. Et donc, j'ai parlé à certains acteurs du DFC. Ça peut être des acteurs type grossistes ou associations de producteurs, des acteurs type magasin de producteurs, mais aussi des outils SaaS. Et j'ai eu beaucoup de retours. On n'a pas cherché à l'implémenter, c'est trop compliqué, même de la part d'outils SaaS. Et quel retour vous faites à ça? Comment faciliter la vie de tous ces acteurs-là pour que finalement ils puissent, dans leur SI actuel, implémenter le DFC? Ouais, merci pour la question. Et c'est en effet une vraie question même pour les acteurs plateformes membres du consortium. Et du coup, bah, je ne sais pas, j'ai donné un élément de réponse avec les connecteurs, mais est-ce que d'autres membres du DFC veulent tenter une réponse à cette question-là? Moi, je peux dire qu'on a aussi des réunions régulièrement, des réunions techniques également, pour accompagner les acteurs. Voilà. Et aussi à l'international. On travaille avec les Anglais, les Australiens notamment. Un élément de Ok. réponse. Juste, il y a Simon et Rachel qui ont des éléments de complément. Simon, vas-y. Moi, j'ai un constat pas négatif, mais en tout cas pas easy life. C'est que quoi qu'il arrive, pour pouvoir implémenter un standard qui est par nature un petit peu complexe parce qu'il permet de faire des choses extraordinaires et que pour faire des choses extraordinaires, eh ben, ça peut pas être simple et que du coup, ça nécessite une volonté politique. Et donc, la première chose, c'est est-ce que la plateforme a un intérêt politique ou économique
à être interopérable. Et si elle n'y trouve ni intérêt politique ni intérêt économique, elle n'ira pas vers ce standard. Donc l'excuse de c'est compliqué, pour moi, ça n'est que dans un cadre d'une réflexion politique où l'interopérabilité n'est pas rentable. Et donc, en fait, c'est avant tout une question de philosophie et de conviction et de plaidoyer et d'éducation populaire et non pas de technique, j'ai dit. Ouais, je compléterai de temps, parce que souvent, il faut aller vite. Ouais, Je- il y avait Rachel avant Romain. Non, mais je vais rebondir sur vos deux interventions, je suis d'accord. Je voulais juste ajouter que ce que je trouve intéressant du coup avec l'initiative de DFC, c'est qu'au-delà du standard, c'est aussi un réseau. Et en fait, on a le souci technique, effectivement, pour implémenter le standard, mais on a aussi tout simplement des fois le souci de trouver des financements pour investir en R&D. Nous, c'est un cas de base, on ne fait pas de de R&D, on est beaucoup trop petit. Mais du coup, ce qui est intéressant au sein du DFC, c'est qu'on peut le partager du coup avec plein d'autres structures qui ont les mêmes problématiques que nous et aller chercher des financements ensemble pour couvrir ces investissements d'alignement aux standards, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on avait réfléchi nos intégrations en bilatéral avec les demandes utilisateurs en fonction des intégrations euh, et des logiciels ciblés. Donc, c'est un autre élément qui, je trouve, est intéressant ici. Merci Rachel. Euh, Romain, tu voulais ajouter quelque chose ou... Non, non, c'est bon, tout est clair. Il y a deux questions dans le chat. Donc Romain Mécarny qui demandait est-ce qu'on avait des retours d'expérience sur des acteurs qui ont été intéressés, ont voulu implémenter le standard, mais qui auraient renoncé pour quelles raisons? Je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse par rapport à ça. Moi, j'en ai pas en tête. Bah, dernièrement, on a eu la personne du GRAP là, à Lyon, qui était intéressé, mais il a, il a pesé le pour, le contre, et bon, la marche était un peu haute en termes d'investissement R&D. Yes. Est-ce que d'autres exemples, Rachel, peut-être? Ouais, je voulais revenir un peu sur l'historique. En fait, quand on a démarré les discussions autour de la création de ce standard en 2017, autour de la table, on avait aussi des acteurs comme Arush Kidiwi, comme Alilo qui héberge Kagette. Euh, et en fait, ce qui répond aussi peut-être à pourquoi en France on a aussi été plus long à implémenter le standard, c'est qu'on l'a créé. Donc en fait, ce qui est un peu, ce qui était dur au début, c'était de participer à ces réunions pour discuter, bah voilà, comment on veut définir un produit, comment, enfin toutes ces ressources qu'on a aujourd'hui à disposition et avec lesquelles dans d'autres pays les plateformes partent tout de suite et peuvent démarrer, bah, ces ressources on a dû les créer. Et ça a aussi été un fort coût, un fort investissement pour les plateformes. Et du coup, effectivement, certaines n'ont pas pu sur le long terme continuer à faire cet effort-là. Et du coup, maintenant on a atteint une certaine stabilité, c'est aussi l'occasion pour le DFC de les recontacter et de voir si elles pourraient revenir et reprendre le train en marche euh, désormais. Merci Rachel pour ça. Donc ouais, le côté coût, investissement, coût sur enfin, surtout sur le long terme et le temps que ça a mis à démarrer. Donc ça répond en partie à ta question, Romain. S'il n'y a pas d'autres compléments là-dessus, je vais prendre la deuxième question de Diana, qu'on a déjà vu dans un webinaire précédent, qui était est-ce que parmi vous, quelqu'un a pensé à créer un standard ou est-ce que c'est possible d'utiliser celui du DFC pour faire communiquer les plateformes de fournisseurs des cantines afin de faciliter les multiples déclarations des produits achetés en bio et qualité suite à la loi Egalim? Je ne sais pas. Il y a des éléments là-dessus. J'imagine qu'il y a une partie Bah, moi, je partage. peux répondre parce qu'on a Vas-y, été Romain. sollicité au moins par un éditeur qui s'appelle EasyLis et qui fait de la gestion d'économas dans les cantines et donc qui était intéressé pour obtenir directement les catalogues produits de plateformes équipées de Socléo. Donc oui, euh,
Encore une fois, c'est une passerelle. Donc là, deux acteurs qui ont leur propre API, qui doivent faire un choix. Est-ce que vous utilisez l'API Socleo? Est-ce qu'on utilise l'API d'Isilis? Ou est-ce qu'on va essayer d'utiliser une API commune qui conviendrait aujourd'hui complètement, puisque c'est partage de catalogue et prise de commande. Donc ce qui a déjà été éprouvé avec le DFC. Sauf qu'à ce moment-là, bah, les coûts sont pas les mêmes. Il y a un effort, il y a un double effort pour les deux acteurs. En l'occurrence, un peu moins pour Socleo, on implémente le DFC, mais pour Isilis, c'est d'aller vers ce standard. Donc à ce moment-là, l'idée c'est d'avoir un projet commun et d'essayer de peut-être plus large à l'échelle d'un PAT par exemple ou autre pour qui serait prêt à investir et à subventionner ce type de projet. Voilà ce que je peux en dire. Ouais, merci Damien. Non, Damien, c'est dans le chat. Merci Romain. Je ne sais pas s'il y a d'autres réponses par rapport à ça particulièrement, mais je pense que du fait de la nature de DFC, si un jour toutes les plateformes utilisaient DFC, si on voit loin, ce serait plus simple d'agréger leurs données pour pouvoir répondre notamment à des contraintes de déclaration de produits achetés en bio, par exemple. Donc, euh, donc, je pense que la réponse est oui, avec le point de vigilance amené par Romain, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est coûteux de le mettre en place, donc il faut trouver des financements pour ces cas d'usage dédiés, mais si on a des financements, en tout cas, c'est possible et facilité par un standard comme le DFC. Merci pour la question, en tout cas, ça nous donne des idées de cas d'usage très pratiques. Damien donc, posait une autre question, s'il n'y a pas de complément sur cette question de Diana, qui était est-ce qu'il y a un groupe de travail sur le sujet du marketing du DFC? Je laisserai peut-être des personnes s'exprimer là-dessus. Avec deux questions complémentaires. Comment montrer que ce coût d'implémentation et ce coût de R&D est un vrai investissement? Et comment le rendre actionnable par étape, peut-être? Je ne sais pas si des personnes qui se sentent, qui ont envie de répondre à ça. Pour la question. C'est Oui, pas un peu vas-y. ce que nous, en interne, on est justement en train de chercher à faire. Donc non, on n'a pas encore de groupe de travail. On est bien conscient que c'est clairement ce qui manque aujourd'hui, et ça rejoint la question de Romain, c'est d'avoir bah, du concret. Donc il y a l'aspect technique, le proto, etc. Mais d'avoir des usages, des choses qui ont été, qui sont aujourd'hui en production ou réellement utilisées, euh, qui seraient des arguments marketing, si je puis dire, concrets à exposer. Donc on travaille dessus, hein, je vais pas aujourd'hui en production, bah, il y a les exports INRAE en France. Après, non, justement, c'est l'idée, c'est d'aller chercher des projets concrets. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Il nous faut des projets concrets pour les montrer, mais tant qu'on n'en a pas, personne ne, enfin, on nous en demande. Donc, Ouais. Et voilà. Hélène, j'ai vu que tu avais aussi ouvert ton micro. Est-ce que tu voulais compléter, peut-être? Non, c'était juste un petit clin d'œil parce que je vois après la question de Romain, il y avait un grand silence parce que justement, on est beaucoup plus technique que marketing et il faut qu'on apprenne justement à bien présenter nos résultats et valoriser tout ça. Ouais, et du coup, ça va avec aussi la question donc, dans le chat de Romain. Je pense que ça a répondu en partie et vous l'aurez peut-être remarqué, on a aussi essayé de faire cette présentation avec justement peut-être des éléments plus orientés. Qu'est-ce qu'on a proposé, qu'est-ce qu'on a comme argument marketing, mais voilà, on en est, comme l'a dit Romain, au début d'une réflexion et d'un travail là-dessus, bien conscient qu'on en est à une étape où il faut qu'on fasse ce travail-là, mais qu'on est surtout des personnes techniques qui n'avons pas forcément beaucoup d'expérience là-dessus.
Il y a deux réponses, deux personnes qui ont levé la main. Je vois Simon, puis Baptiste et Florence. Et avant de passer la main à Florence et à la question suivante, il faut bien comprendre, c'était dit au tout début, mais ça donne l'occasion de le répéter, que le Data Food Consortium ne fait pas de produit. Or, le marketing est souvent lié au produit. Donc, c'est compliqué de faire du marketing sur de la R&D et sur potentiellement du service de conseil, voire de la sous-traitance technique pour donner un coup de main aux plateformes pour implémenter le protocole. Donc, en fait, on se pose la question régulièrement de comment faire. On a établi un statu quo où on ne fait pas de produit, on propose du conseil et on propose un réseau de partenaires pour faire de l'implémentation. Là où nous, on aimerait bien trouver enfin, la solution qu'on aimerait bien qui émerge, c'est qu'on trouve des partenaires qui, eux, vont faire des produits pour leur donner un coup de main, pour les aiguiller afin de créer une constellation d'applications compatibles. Donc, en fait, et c'est là qu'on bute. Ça fait 2 ans qu'on se dit, bon, le standard commence à être prêt, ce serait cool que des produits émergent, mais en fait, il nous manque des entrepreneurs ou entrepreneuses qui ont des produits en tête pour pouvoir lancer l'aventure. Complètement, j'ai dit. Et Florence et Baptiste, si vous voulez compléter. Oui, juste pour compléter, effectivement, comme l'ont dit Simon et Hélène, on est plutôt effectivement des gens de la tech et effectivement plutôt sur la R&D et donc le marketing, voilà. Et marketer effectivement de la R&D, c'est pas forcément évident, mais si il y a des bonnes volontés, des compétences, l'idée du consortium, c'est aussi potentiellement, enfin voilà, de faire grandir cette communauté et ses expertises et d'arriver effectivement à être complémentaires les uns les autres et à pouvoir se nourrir aussi de toutes ces réflexions les uns les autres. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille, justement comment mieux communiquer ce qu'on fait, comment mieux communiquer sur le standard, ses possibilités, effectivement, toutes ces choses extraordinaires qu'on peut faire avec tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui, le potentiel qu'il y a pour demain, pour des plateformes, pour des territoires, pour des collectivités, pour tout cet écosystème-là et les gains et les coûts etc. Enfin, effectivement, donc toute cette partie un petit peu marketing de ce qu'on fait au sein du DFC. On essaye aujourd'hui de le valoriser à travers ces webinaires. C'en est effectivement un bon exemple à travers de la documentation sur le site web, etc. Il faut qu'on aille plus loin, qu'on puisse mesurer effectivement ça, l'impact qu'on cherche à avoir notamment sur l'implémentation de solutions. Il nous faut des cas d'usage aussi concrets sur lesquels on puisse continuer à construire des prototypes. Il nous faut du financement, bien évidemment, pour pouvoir le faire. Mais voilà, du coup, toutes les bonnes volontés sont aussi accueillies avec grand plaisir de pouvoir continuer et prolonger les échanges en dehors. Ouais, merci pour ces compléments. Je regarde, je vois plus de questions dans le chat et bon, on a déjà dépassé de 13 minutes le temps qu'on s'était donné. Est-ce qu'il y aurait une dernière question qu'il faudrait poser absolument ici? Je laisse 30 secondes pour réfléchir. Ou s'il y a des compléments qui veulent être apportés par les membres du projet, n'hésitez pas. Et sinon, je vous propose après de passer à la partie conclusion. Voilà. Donc, conclusion. Sur la slide suivante, juste on parle un tout petit peu, et je vais le faire vite vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est que on a été cofinancé par l'ADEME pour mener un peu tout ce travail, et notamment la rédaction d'un livre blanc, justement, pour essayer de faire émerger tout ce qu'on a pu traverser comme expérience et essayer d'en faire de le documenter et de prendre un peu de recul pour pouvoir le repartager. Donc, ce qu'on a fait en partie ici, et donc on aura un document de synthèse un peu de tous ces éléments qu'on appellera livre blanc, qui sera publié bientôt sur notre site et on vous enverra par la suite. Donc ça, voilà, ça s'inscrit un peu là-dedans. Et enfin, slide suivante, si vous voulez nous retrouver, on vous a remis tous les liens et je vous enverrai euh, la présentation par mail ensuite. Vous pouvez nous écrire par mail, nous retrouver sur le site, sur LinkedIn. Pour échanger plus largement avec nous, on a un Slack qui existe, où on est assez actif si vous voulez venir. Et vous pouvez aller voir la documentation du projet sur un guidebook ou le code directement sur GitHub. Voilà. Et enfin, slide suivante, on vous enverra aussi potentiellement
un framaform, donc un formulaire pour vous demander bah, est-ce que vous êtes intéressé par le projet et si oui, sous quels aspects aussi pour qu'on commence aussi à identifier, enfin qu'on continue à identifier et constituer un peu différents cercles de plateformes, de personnes, de collectivités et qu'on sache qui est intéressé, pourquoi, sur quoi et qu'on sache qui mobiliser à quel moment en fonction des différents projets et idées qu'on a dans la tête. Donc n'hésitez pas à y répondre, ça nous permet de constituer un peu l'écosystème global dans lequel on se trouve et savoir où vous êtes par rapport à ça. Voilà. Et enfin, ben, merci, comme dit Hélène, merci au RMT Alimentation Locale. Je vois, Simon, que tu dis qu'on a oublié la question de Romain, mais j'ai l'impression qu'on y avait répondu. Romain, vu que tu nous connais, je propose qu'on en rediscute ailleurs s'il y a des éléments qui n'ont pas été répondus. Merci au RMT Alimentation Locale. Merci aussi à du coup, tous les membres qui ont participé et témoigné. Et merci à vous, à celles et ceux qui sont venus et qui sont restés jusqu'à 13h15 avec un peu de retard. Désolé pour ça. On s'arrête là. Bonne journée à tous et toutes. Merci, au revoir.